possible that it is natural. There are more proofs that it is an artificial structure than there are proofs that it is unnatural. So that's impossible to be true. Bonjour à toutes et à tous mes chers YouTubetateurs, j'espère que vous allez bien. Avant de vous expliquer où je suis et ce que je fais, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, que vous portiez bien, que vous soyez en bonne santé et surtout que vous soyez heureux. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors pour vous expliquer, cette année je prévois de beaucoup voyager. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ma série de vidéos sur la science holistique. En tout cas, tout dépendra de mon emploi du temps, si je vais travailler pendant ce temps-là, parce que je n'ai pas vraiment d'activité qui me permette de gagner un revenu régulier, mis à part travailler pour d'autres employeurs. À mon compte, c'est un peu compliqué vu que vous êtes peu à me suivre et que dès que je propose des consultations, soit les gens ne sont pas au courant, soit ça ne les intéresse pas. Donc là, je m'oriente plus sur les voyages, je ne sais pas vraiment ce que le futur me proposera, mais voilà, je me laisse porter par le vent, comme on dit. Maintenant, je vous explique un petit peu. Donc, comme vous voyez, je suis en pleine nature. Je ne suis pas en France, je suis même assez loin de la France. Je me trouve dans un petit village de Bosnie. Son nom est Visoko. Et même si je suppose que la plupart d'entre vous ne le connaissez pas, un grand nombre d'entre vous devez sûrement connaître son ensemble de pyramides qui se situe juste à côté, qu'on appelle les pyramides de Bosnie. Et actuellement, je suis sur la plus grande d'entre elles, qu'on nomme la pyramide du soleil. D'après les datations des scientifiques qui ont travaillé sur place et qui ont amené les échantillons à laboratoire, la pyramide aurait été construite, façonnée, il y a environ 30 000 ans. Et il y a plusieurs carrières tout autour de la montagne qui peuvent nous montrer que la roche a bien été aplatie. Alors si vous voulez, je vais vous montrer. Vous allez peut-être voir un chien passer de temps en temps, c'était mon guide pour la montée. Hop. Voilà, il est passé juste de l'autre côté. Et là, vous avez ici plein de panneaux qui indiquent l'histoire de la pyramide. Donc elle s'appelle la pyramide du soleil. La pyramide du soleil. Bon là on voit pas très bien tous ces panneaux explicatifs. Je pense que je ferai un montage vidéo où je rassemblerai toutes les photos que j'ai prises sur cette montagne et aussi aux tunnels aux alentours qui s'appellent les tunnels Ravenet. Jusqu'à présent on en avait connaissance de 5, mais il y en a un 6e qui a été découvert récemment par une équipe de volontaires. Donc il s'appelle Ravenet Park, l'endroit où se situent la plupart des entrées des tunnels. Et apparemment ils arrivent jusqu'ici dans la pyramide et il y a même une sortie par là. Mais on ne peut pas y entrer juste à côté de la pyramide. Il faut déjà aller sur le site qui est situé un peu plus loin. J'y suis allé hier parce que c'est le 2e jour que je suis à Visoko. J'y suis allé par mes propres moyens, si vous voulez savoir. Il n'y a pas d'équipe scientifique qui m'accompagne, il n'y a pas de gens spécialistes du coin qui sont là. C'est vraiment avec mes propres moyens, j'ai complètement financé le voyage. Je suis en compagnie de mon frère qui est un peu plus haut, mais voilà, ça c'est lui qui a voulu m'accompagner, j'aurais très bien pu y aller seul aussi. Et voilà, moi en fait mon objectif c'est un peu de mener ma propre enquête et de voir de mes propres yeux si effectivement ça aurait bien pu être une pyramide ou, comme la plupart des gens l'affirment, une montagne ou une colline naturelle, parce qu'avant même que ce soit nommé une pyramide, bon, je vous raconterai peut-être ça en voix off en histoire, mais c'est un chercheur qui a découvert cet endroit, et comme c'est un milliardaire, il avait beaucoup de moyens pour faire la publicité des lieux, pour un peu rénover l'endroit, pour faire en sorte que des fouilles archéologiques puissent être menées juste à côté. En Bosnie, c'est un petit pays, donc forcément, quand on a fait cette découverte, ça fait beaucoup de bruit aux alentours. Bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de controverses.
Parce que bon, si on considère qu'une montagne peut être une pyramide, enfin on peut considérer que plein de choses peuvent être une pyramide. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai vu quand même, celle-ci, en tout cas la pyramide du soleil, a l'air d'être vraiment une pyramide. Sachant qu'il y a beaucoup de pyramides dans le monde, notamment en Amérique, qui étaient couvertes de végétation avant qu'on découvre leur couche inférieure, qui était recouverte de béton et qui avait vraiment la forme d'une pyramide. Là par exemple, juste derrière moi, il y a une carrière de pierre qui a été creusée par une équipe d'archéologues. D'ailleurs c'est bien parce que comme on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc là c'est le silence total autour de moi. J'ai en plus une très bonne visibilité sur Visoko, d'ailleurs j'ai pris quelques photos, je vous montrerai ça. Et en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que ça a l'air d'être vraiment une pyramide. Aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a d'autres structures aux alentours, d'autres collines ou d'autres montagnes qui sont considérées être des pyramides par ce même chercheur qui a décidé de changer le nom de cette colline en pyramide. Ils l'ont appelé pyramide de la lune, pyramide du dragon, pyramide de l'amour qui est située juste derrière. On ira tout à l'heure avec mon frère. D'ailleurs on compte aller sur toutes les pyramides aujourd'hui, on ne sait pas si c'est faisable. Bon, en fait, comme c'était notre dernier jour à Visoko, on a juste eu le temps de faire les tunnels Ravenay et puis de monter sur la pyramide du soleil. Et là, je vais vous emmener avec moi tout en haut, parce qu'en fait, il y a la possibilité de grimper. Je vais prendre l'escalier, mon frère il est déjà en haut, il m'a semé. Moi c'était le temps que je prépare mon matériel et tourner cette vidéo. Là par exemple, vous voyez, je pense que c'est la plus grande carrière qui a été forée ou creusée jusqu'à maintenant. Toute la roche est aplatie. C'est du béton, hein. Du béton polymère, on peut le considérer de cette façon. Et pour l'instant, toute cette partie-là, je viens de la découvrir. Donc là, en haut, je sais absolument pas ce qui m'attend. En même temps, voilà. Bon, je pense que je sais pas si je coupe la vidéo maintenant ou je vous montre tout jusqu'en haut. Sachant qu'il faut quand même que je regarde où je mette les pieds. Voilà, c'est ma première vidéo de l'année. Sachez qu'entre temps j'ai travaillé, donc c'est pour ça que j'étais moins présent sur les réseaux sociaux. Vous m'avez pas beaucoup vu. Et maintenant, je ne sais pas ce qui m'attend. Pareil, tout autour de moi on peut voir cette surface bétonnée qui semble un peu aplatie. Alors est-ce que la roche a été chauffée et ensuite moulée dans un sens pour qu'elle ait cette forme-là? Ou est-ce que c'est la colline ou la montagne en soi qui l'a créée naturellement? Très difficile à dire. En tout cas voilà, dans le milieu des académiques, des archéologues et des scientifiques qui sont venus sur place, même les géologues qui s'occupent des différentes strates rocheuses et sédimentaires, il y en a beaucoup qui sont assez antagonistes dans leur manière d'envisager les choses. Là c'est sympa, j'ai un petit chemin en forêt. Là par exemple il y a un trou dans la roche. C'est possible qu'ils sont en train de faire des fouilles archéologiques. Vous voyez cet endroit là. C'est bien parce que ils ont aménagé tout le chemin jusqu'au sommet de la pyramide par des sortes de petites marches en bois. Alors au niveau du voyage, bien sûr, moi et mon frère on a pris un hôtel dans le centre de Sarajevo et ensuite on prend le bus, on fait la navette entre Sarajevo et Visoko, sachant qu'il n'y a que 40 minutes de bus environ, c'est pas très cher. Par contre attention, la Bosnie est un pays d'Europe mais n'appartenant pas à l'Union Européenne, ce qui fait que quand vous arrivez là-bas, vous êtes soumis à leurs taxes, notamment si vous voulez retirer de l'argent avec votre carte ou si vous souhaitez échanger de l'argent quelquefois. La monnaie nationale s'appelle Bosnian Marks. Je peux traduire ça en français par des pièces bosniennes. Et sa valeur est doublement inférieure à celle de l'euro. Ce qui fait que, par exemple, 30 Bosnian Marks équivaut à 15 euros. Bon, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas très bien compris ce que j'explique, en fait, quand une monnaie a une valeur faible, ou en tout cas plus faible que l'euro,
il faut compter plus d'argent pour arriver à la somme de la monnaie qui a une valeur supérieure. Donc ce qui fait que par exemple pour 1 euro, on a besoin d'environ 2 Bosnian marks. Bon là j'ai été un peu catégorique en disant que c'est la moitié pour simplifier les choses, mais je crois que c'est 1,5, un truc de genre. Enfin 1,9, donc c'est pas totalement doublement inférieur. Ça monte bien au moment où je vous parle, je suis en plein milieu de la forêt. J'ai remarqué ces derniers temps que mon téléphone ne filmait plus très bien, en tout cas que la qualité de l'image n'était plus très nette. Donc maintenant je pense que je vais surtout filmer avec ma caméra. Bon allez, je m'arrête là, on se retrouve au sommet de la pyramide. Me voici arrivé en haut de la pyramide. La vue tout autour est absolument magnifique. On peut observer tout le paysage aux alentours de Visoko. Ils ont même planté le drapeau bosnien tout au sommet de la pyramide. Normalement il y a les autres pyramides autour. Maintenant l'objectif ça va être de savoir où elles se situent exactement. On va avancer un petit peu. Tac. Sachez que là, juste derrière moi, il y a une construction qui ressemble un peu à une muraille, à des remparts, comme ce que vous pouvez avoir tout autour d'un château. Cela nous sera confirmé un peu plus tard quand on ira visiter les tunnels Ravnés. C'est notre guide qui nous informera que c'était un ancien château ottoman qui a été détruit. Et donc là, on a le paysage bosniaque tout autour. Ah, je vous dis, la montée elle a été difficile, hein. La pente est vraiment raide. Mais en tout cas ça fait plaisir, c'est le silence total ici. Peut-être que vous voyez, il y a des montagnes enneigées au loin. Mais le sommet de la pyramide est assez peu enneigé. Il y a quelques traces de neige, mais c'est relativement superficiel. Bon, après avoir enquêté un peu sur le terrain, on a pu déterminer la position de la pyramide de la Lune, du temple de la Terre-Mère et de la pyramide de l'Amour. On va vous montrer ça maintenant en vidéo. Juste en face, vous avez la pyramide de la Lune. On peut surtout remarquer sa face avant qui fait vraiment penser à un triangle. Après sur le côté, je vous avoue qu'avec l'ombre, c'est un peu difficile à dire. Là, un peu plus bas, en contrebas, juste là, il y a le sommet de la pyramide de l'Amour. Juste derrière, il y a le temple de la Terre-Mère, comme c'est indiqué. Et on voit pas très bien, mais derrière, il y a la pyramide du Dragon. Je trouve quand même cela exceptionnel de trouver ce type de construction au sommet de la pyramide. On a même une entrée ici. Je sais pas où est-ce qu'elle mène. Allez, on y va ensemble. Alors... Ah ouais, c'est... Il faut bien se recroqueviller pour passer. On arrive de l'autre côté. En tout cas, ça vient nous prouver indéniablement qu'il y a une activité humaine sur cette pyramide. On ne sait pas quand, mais ça s'est produit à un moment donné. Encore une fois, le paysage est absolument somptueux. Voilà, j'alterne entre le mode portrait et le mode paysage. C'est plus pratique pour moi. C'est magnifique. Ici, un peu plus loin, on voit pas très bien. Il semblerait qu'il y ait un autre rempart ou un autre soubassement un peu plus bas.
C'est un peu comme le Machu Picchu, une strate de roche qui a été rajoutée par-dessus une autre, une civilisation plus récente qui a aménagé la partie supérieure, qui avait été construite par une civilisation plus ancienne. C'est une possibilité à ne pas écarter en tout cas. Voilà, maintenant je pense que je vais faire un montage et je vous expliquerai en voix off toute l'histoire de cette pyramide et les différentes théories qui circulent à son sujet. Allez, bonne journée, portez-vous bien, ciao. Me voilà de retour en France après ce merveilleux voyage de quelques jours fait en Bosnie. Alors, il est temps pour moi de vous résumer un petit peu comment ça s'est passé là-bas. Déjà, pour commencer, je venais tout juste de sortir d'une activité professionnelle. J'avais eu un contrat en CDD, puisque, comme je vous l'ai expliqué rapidement en introduction de la vidéo, certes, je propose des consultations, des séances pour décrypter vos thèmes astro, vos thèmes de design humain, vos thèmes numérologiques. Mais j'ai l'impression que pas beaucoup de monde est au courant, malgré que j'arrête pas de répéter les mêmes choses et de partager un maximum ces informations. Donc, bah, je suis obligé de travailler pour un employeur pour gagner ma vie. Finalement, c'est un peu ça. C'est un peu difficile de trouver le bon équilibre, le juste milieu entre tout ça. Voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre avant de commencer ce que je prévois de vous expliquer maintenant, à savoir les principales théories qui circulent actuellement au sujet des pyramides de Bosnie. Oui, donc je disais, comme je peux pas gagner mon argent par moi-même en étant auto-entrepreneur, malgré que j'ai créé mon entreprise, comme j'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller voir si jamais vous êtes intéressé pour pour avoir une consultation avec moi et mieux vous connaître et mieux vous comprendre à travers ces divers outils que représentent l'astrologie, la numérologie et le design humain. En plus, vous avez le choix, vous pouvez soit choisir une seule de ces disciplines, soit grouper par deux, soit grouper par trois, sachant que quand vous les réunissez tout ensemble, c'est mieux parce que vous avez une vision d'ensemble de ce qui vous caractérise. Mais bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse, un petit aparté. Donc oui, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de décompresser du travail qui m'avait beaucoup pesé ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, ça m'a fait vraiment un lâcher-prise total. La Bosnie est un pays que je n'ai pas choisi par hasard, puisque justement, le fait d'aller visiter les pyramides de Bosnie était un projet que j'avais déjà depuis au moins 1 ou 2 mois. Dans quel objectif? Tout simplement pour voir si ces structures paraissaient plus artificielles ou plus naturelles. Parce que quand on va sur Internet, les sites Internet sont tellement contradictoires les uns envers les autres, ils paraissent tellement antagonistes dans leur théorie, que je me dis, il doit y avoir un mystère à résoudre, euh, faire une exploration là-bas, essayer d'avoir des réponses à mes questions. Et finalement, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été assez impressionné par toutes les informations que j'ai apprises. Et je pense que vous allez, enfin, dans la présentation qui va suivre, vous allez vraiment vous rendre compte de la portée de la découverte que ça a pu être ces différentes structures. Alors maintenant, il est temps de vous parler de ces deux théories qui sont antagonistes les unes par rapport enfin, l'une par rapport à l'autre. Maintenant, je vais passer en mode diaporama. Je vous ai préparé une suite de diapositives sur PowerPoint. Alors, ça va pas? Ah, voilà, parfait. Vous voyez, au fond, le fond d'écran, c'est aux couleurs du drapeau de la Bosnie. Si vous ne le connaissez pas, c'est un triangle jaune entouré d'étoiles sur un fond bleu. Donc voilà, je voulais reprendre un peu ces caractéristiques-là dans ma présentation aujourd'hui. Alors, cette histoire de pyramide de Bosnie débute en 2005, lorsque cet homme, Semir Osmanagic, riche homme d'affaires américain né en Bosnie, qui possède une industrie de métallurgie là-bas, qui lui rapporte des milliers, voire des millions de dollars chaque année, mais également grand amateur et passionné d'archéologie, qui d'ailleurs, au passage, a obtenu un diplôme dans cette discipline. Il a été contacté en avril 2005 par le directeur du musée de cette ville, Visoko, dont je vous ai déjà un peu parlé également en introduction, qui n'est pas un petit village, comme je disais, mais bien une grosse ville. Au fond, on peut déjà voir une des principales pyramides,
Celle que vous voyez ici est la pyramide du Soleil, alias colline Visochica, comme elle était appelée à ses origines, avant d'être renommée pyramide du Soleil par la suite. Je suis monté tout en haut de cette pyramide et je vous ai partagé d'ailleurs plusieurs des photos et des vidéos que j'ai prises au sommet en story sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, il s'est rendu dans ce musée, sachant qu'à ce moment-là, il n'avait jamais visité la ville. C'était la première fois qu'il venait à Visoko. En plus de ça, le directeur du musée lui a parlé de ruines d'un ancien château médiéval, sachant que Visoko est considérée être la capitale médiévale de toute la Bosnie. Donc c'est vraiment un lieu riche en patrimoine culturel et en sites archéologiques, ça va de soi. Et bien sûr, quand il est arrivé, il a vu la même chose que moi quand je suis arrivé dans cette ville, une grande montagne qui domine toute la ville et qui a vraiment une forme de pyramide. Quand on l'observe de loin, je dirais, c'est plus flagrant et ça saute plus aux yeux que quand on est proche. Alors voilà justement cette fameuse pyramide, comme je vous disais, elle était nommée colline de Visočica, selon la bonne prononciation bosnienne. Je vous ai partagé deux photos ici. Voilà, j'ai préparé deux photos, une prise l'hiver et l'autre l'été, qui vous permet de voir un peu à quoi ressemble la structure. Et ici, on voit vraiment deux faces triangulaires. Celle-ci est la face nord, celle-ci la face est, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, face nord, face est. Et elle a une troisième face bien préservée à l'arrière, qui est la face ouest, et ici au sud, une face un peu endommagée, qui laisse moins apercevoir cette forme triangulaire. Mais quoi qu'il en soit déjà, quand on regarde l'image, on a vraiment l'impression de voir une pyramide. Après, je m'avance pas plus que ça. Je vais de toute manière développer à travers les diapositives suivantes. Donc maintenant, je vais transmettre toutes les informations clés, on va dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette pyramide, telle que l'ont rapporté les scientifiques qui ont effectué des analyses ou qui ont prélevé des échantillons du sol. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte que si c'est une structure artificielle, ça va vraiment changer beaucoup de choses au niveau de l'histoire de l'humanité. Alors tout d'abord, en 2006, lorsque le début des fouilles a commencé, c'était à peu près un peu plus d'un an après que Senir Osmanagic ait rendu visite au directeur du musée de Visoko. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé toute une équipe de scientifiques, d'archéologues, de géologues qui s'occupent des différentes strates rocheuses. Et il est allé demander à son gouvernement et aux autorités locales du soutien et surtout une autorisation pour pouvoir mener des fouilles sur la pyramide, ce qu'il a pu obtenir des autorités locales, mais par contre, il n'a pas obtenu le soutien de son gouvernement et en sont même venus à s'opposer à lui. Sinon, mis à part ça, donc, il y a quand même certaines équipes de scientifiques qui l'ont aidé dans son projet, notamment une de l'Institut de génie civil de Tuzla, qui est une ville en Bosnie, qui a été une des premières équipes à venir inspecter et sonder les lieux. Et donc, elle a donné cette expertise, cette estimation de taille de 220 mètres à la structure en 2006. Un peu plus tard, en 2013, sa taille va être réévaluée suite à la découverte d'un mur en dolomite sur la face nord que j'ai pu même toucher quand je m'y suis rendu. Et cette même année, alors c'est assez étrange, d'ailleurs c'est pas 2013, c'est 2017. Oui, c'est 2017, hein. Je me trompe ici, j'ai pas écrit la bonne date sur le diapo. C'est en 2017 que le mur de dolomite a été découvert suite à une fouille archéologique menée sur la face nord de la pyramide. Et ils ont revu à la hausse la taille d'origine de cette pyramide de plus de 50 mètres, donc passer de 220 mètres à 270 mètres. Pourquoi un mur en dolomite fait que la pyramide est plus grande? J'en sais absolument rien. En tout cas, c'était ce qui était écrit sur le panneau juste devant, je vous l'assure. Aussi, Semir Osmanagic est tout de suite parti sur une théorie de structure artificielle quand il a pointé sa boussole juste en face de la face nord de la pyramide et il a pu s'apercevoir que l'aiguille pointait
en direction du nord cosmique, ce qui est le cas de toutes les pyramides au monde sans exception. Rien que ça, c'est une preuve de poids qui va dans son sens. Et puis finalement, il y a eu une dernière estimation de hauteur qui a été effectuée plus récemment. Et maintenant, d'après les scientifiques, ils estiment que la hauteur de la pyramide est de plus de 360 mètres, soit plus de 2 fois la hauteur de la grande pyramide de Gizeh, qui mesure 147 mètres. Donc si la nature artificielle de cette structure venait à être prouvée, ce serait absolument extraordinaire. Je voulais juste imaginer la portée des révélations et de l'engouement du milieu archéologique. Maintenant, je vais vous décrire un peu sa composition. Il y a une équipe qui est venue analyser la couche supérieure de la pyramide, celle qui est recouverte de végétation et de terre. C'est ce qu'on appelle une équipe de pédologie, ceux qui sont spécialisés dans l'étude du sol. Ils ont pu récupérer plusieurs échantillons de végétation, de terre, et les examiner dans leur laboratoire. Et la datation qui en est ressortie est d'entre 12 000 et 15 000 ans, ce qui est déjà énorme, plus ancien que la Grande Pyramide, qui est au passage estimée à 4 500 ans, ce qui est beaucoup plus récent. Mais bon, ça c'est la datation officielle. Selon moi, sa construction remonte à bien plus loin, et d'ailleurs, si vous avez lu la traduction du sixième livre de Radu Sinamar, il explique que les pyramides d'Égypte ont été construites juste après l'immersion de l'Atlantide, il y a 11 500 ans. Mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est ce qui va suivre. Juste en dessous, ils ont découvert une grande couche de béton. Et ces blocs de béton sont absolument immenses. Non seulement ils sont immenses, mais en plus ils sont très lourds. Et ils sont composés de différents minéraux que seule la maçonnerie moderne serait capable de reproduire selon moi. Mais bon, d'après les archéologues traditionnels, ça pourrait s'expliquer sous un autre angle. Et justement, c'est ce qu'explique la seconde théorie, où j'y viendrai juste après. Pour l'instant, je ne fais qu'exposer ces différentes théories. Je donnerai mon point de vue, je pense, en conclusion de cette vidéo. Alors, en 2013, une première datation de cette pyramide a pu être faite dans ses couches inférieures, parce que là, on était dans la couche supérieure, en creusant un petit peu au fur et à mesure que les fouilles avançaient. Sur la face nord de la pyramide, une équipe de l'université de Kiev a retrouvé une feuille fossilisée entre deux couches de béton. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela veut dire que la feuille s'est glissée entre ces deux morceaux de béton pendant que c'est en train de se constituer. Et donc ça prouve bien que les analyses qui ont été menées se rapportent bien au moment de la construction de ces blocs de béton. Si c'est la nature, bah, c'est la nature qui l'a créé il y a environ 30 000 ans. Si c'est pas la nature, c'est-à-dire qu'il y a une ancienne civilisation qui était assez évoluée pour détenir ce type de connaissances et construire cette immense structure. Donc la datation qui est revenue, c'est 29 200 ans analysée au radiocarbone, avec une marge d'erreur de plus ou moins 400 ans, ce qui voudrait dire soit 28 700 ans. 28, 20, qu'est-ce que je dis? 28 800 ans ou 29 600 ans. Mais bon, ça, c'est la datation basique, je dirais. C'est la datation qui prend en compte le taux de carbone 14 dans l'atmosphère selon une quantité moyenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au fur et à mesure du temps, la quantité de carbone 14 a beaucoup fluctué, a beaucoup varié. Et maintenant, les scientifiques prennent ça en compte pour rectifier ces possibles erreurs d'estimation de datation pour certains objets ou certains monuments. Et donc, ils ont effectué ce qu'on appelle une datation calibrée plus précise aux États-Unis. Et voici la datation qui en est ressortie. 34 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la proportion que c'est d'un point de vue archéologique, sachant que la première civilisation, d'après les recherches effectuées, remonterait à 6 000 ans au Moyen-Orient avec les Sumériens, les Babyloniens et toutes les civilisations mésopotamiennes. 34 000 ans, c'est pratiquement 30 000 ans plus tôt que ce qui est admis officiellement par la science. Et cette datation est apparemment plus précise que celle de 29 200 ans. Ensuite, donc comme je vous ai dit, le docteur Osman Aghish, le premier réflexe qu'il a eu quand il est arrivé,
puisqu'il a voyagé dans le monde entier et qu'il a vu et il a pu voir et observer de nombreuses pyramides sur place en tant qu'expérience directe. Il a lui-même affirmé que de nombreuses pyramides au Mexique et en Amérique centrale étaient recouvertes de végétation avant qu'elles soient dégagées à partir des travaux des fouilles archéologiques menées sur place. Euh, une autre équipe de scientifiques, c'était des astrophysiciens cette fois-ci. Ils ont regardé l'alignement de cette face nord par rapport au nord cosmique. Et les résultats qui en sont ressortis sont éblouissants, absolument époustouflants. Sa marge d'erreur par rapport au nord cosmique est de 0 degré, 0 minute et 12 secondes. Pour une structure monumentale et immense comme celle-ci, c'est extrêmement précis. À titre de comparaison, encore une fois, j'aime bien prendre la grande pyramide d'Égypte. Elle est alignée à 0 degré et 3 minutes par rapport au nord cosmique, ce qui est déjà très précis. Alors imaginez les connaissances qu'il faut avoir pour vraiment aligner cette structure en face des points cardinaux, parce que si la face nord est en face du nord, les autres faces sont aussi en direction de l'ouest, de l'est et du sud. Vous voyez, c'est simplement une déduction logique. Et puis ah non, c'est pas la fin. Le nombre de blocs de béton qu'il aurait fallu, qu'il aurait nécessité pour construire cette pyramide est de 18 millions de blocs. Encore une fois, absolument énorme. Et enfin, chaque face de la pyramide est inclinée à 45 degrés, soit la moitié de l'angle droit. Maintenant, on va un peu plus rentrer dans les détails et analyser les blocs de béton. Sachez que les photos que je vous ai montrées, à part celles d'avant, ont toutes été prises avec mon appareil photo, enfin avec mon téléphone ou avec ma caméra. Par exemple, cette photo-là, je l'ai prise avec mon téléphone. Ici, comme on peut voir, un des gros blocs de béton qui a été extrait. La forme globalement, enfin qu'on retrouve le plus souvent, c'est celle d'un parallélépipède rectangle. Et quand on voit un peu la manière dont c'est fait, je dirais que c'est moins flagrant ici sur la pyramide du Soleil. Mais quand on voit la forme du bloc, on pourrait complètement penser que quelqu'un a laissé couler du béton, a mélangé ça avec d'autres composants et a créé cette structure. C'est difficile d'imaginer que la nature puisse être capable de réaliser ce genre de choses. Mais pourquoi pas? Voilà. Justement, quand je reviendrai à la deuxième théorie, on verra si c'est possible que la nature ait pu engendrer ça. Donc sa nature est artificielle d'après les recherches qui ont été faites. Alors simplement pour la petite histoire, Semir Osmanagic a envoyé plusieurs fragments de béton à 5 laboratoires spécialisés et ils en sont tous arrivés à la même conclusion, que ces blocs-là ne pouvaient pas être créés naturellement, dont un institut en France. Il y en avait en République tchèque, en Slovaquie, en Bosnie et un en Italie. Et pour qu'ils soient tous unanimes à ce niveau-là, sachant que c'est quand même des équipes d'experts qui ont l'habitude d'analyser des échantillons de roches, cela prouve, dans un sens, que, il y a de fortes chances que ce soit une pyramide. Donc maintenant, comme je vous dis, on va un peu plus rentrer dans les détails. La composition intérieure de ces gros blocs de roche, c'est ce qu'on appelle un conglomérat, un mélange de plusieurs minéraux, qui sont les cailloux, des pierres et du sable. Le tout maintenu par ce qu'on appelle un agent de fixation, l'argile fondue. Si vous demandez à un artisan ou à un architecte quel matériau est très utile et efficace dans la construction, il y en a beaucoup qui vont répondre que l'argile est justement très malléable et facile d'utilisation. Le poids moyen d'une de ces dalles de pierre est d'environ 1 tonne. Donc si c'est artificiel, il faut pouvoir l'acheminer jusqu'ici, la porter, la soulever pour ensuite la disposer à l'endroit qu'il le faut. Ensuite, il y a eu des tests de résistance qui ont été effectués. Bon, là, ce que je dis va peut-être pas vous parler, mais encore une fois, je vais faire une comparaison par rapport à l'époque moderne pour que vraiment vous vous rendiez compte de la prouesse que ça nécessitait à l'époque. Il y a eu plusieurs tests de résistance au poids qui ont été faits sur ces grosses dalles de pierre. Et il en est ressorti qu'elles étaient capables de résister à un poids de 155 mégapascales. À l'époque moderne, les meilleurs blocs de béton cimentés que sont capables de créer les maçons ont une résistance de 100 à 120 mégapascales.
voire même inférieur. Je sais plus exactement la valeur exacte. Mais ça veut dire que ces blocs-là ont été engendrés par la nature et qu'en plus, par pure coïncidence, ils sont très résistants. Autre donnée très importante à souligner, cette roche a un degré d'absorption d'eau de moins de 1%. C'est-à-dire qu'elle est très imperméable à toute température externe, à toute pluie, à toute gélation, ce genre de choses. Gel, je sais pas pourquoi je dis gélation. Euh, Ce qui fait que enfin, pour vous expliquer, quand une roche est assez perméable, euh, elle laisse s'infiltrer l'eau et ensuite, pendant l'hiver, elle grandit et la glace vient faire éclater le rocher. Donc, ce qui est très mauvais pour la construction. Alors que si une roche laisse peu passer l'eau, eh bien, elle pourra durer plus longtemps. La glace pourra que se former à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ce qui fait que ça ne produira pas une implosion de la roche, mais simplement la recouvrir. Alors apparemment, les matériaux auraient été extraits des tunnels ravenés. Alors j'en viendrai un peu plus tard, parce que justement, je suis allé faire l'exploration de ces tunnels accompagné de mon frère et d'un guide qui a expliqué en détail toute l'histoire de ces tunnels et les théories qui circulent au sujet de la construction des pyramides. Ce qui est, je dirais, le bouquet final de ce qui vous attend dans cette vidéo, parce que ce qui nous a révélé est quand même assez époustouflant, encore une fois. Et enfin, donc, ces blocs ont été datés en 2013, lorsqu'une feuille fossilisée a été découverte entre deux couches de béton. Maintenant, nous allons passer à une autre structure considérée comme une pyramide, d'après en tout cas Semir Osmanagic, la colline Plieševića, autrement nommée pyramide de la Lune. J'ai pas trouvé beaucoup de photos sur Internet qui la représentaient bien. Finalement, j'ai conservé la mienne qui je trouvais était beaucoup meilleure que toutes les photos que j'ai trouvées sur Internet. Celle de droite ici. Je l'ai prise depuis le sommet de la pyramide du Soleil. Et je vous avoue qu'on repère bien quand même une face triangulaire à l'avant. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ça, c'est que ça me paraissait difficilement naturel. J'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à une anomalie au milieu des montagnes. Comme si elle avait été construite à cet endroit, puis au fur et à mesure du temps, la nature a repris son cours et a laissé pousser toute cette végétation qui l'a fait disparaître dans un sens. Mais il y a aussi beaucoup de fouilles qui ont été menées dessus et ils ont fait apparaître. Alors avant ça, bon, je vais rentrer un peu dans la description de cette structure. Là, on voit encore mieux, je trouve, sur cette photo. On dirait vraiment que quelque chose a été construit au milieu des montagnes. Alors, donc la pyramide mesure 190 mètres. Elle est composée d'une couche de végétation sur sa partie supérieure, comme on peut le voir sur cette image. En dessous, des fouilles archéologiques ont été menées et ont révélé des blocs en grès et qui ont été agencés comme une terrasse ou comme un dallage naturel que pourraient faire des maçons. Des matériaux organiques ont été aussi retrouvés entre deux couches et la datation qui en est ressortie est de 10 350 ans avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 ans, ce qui est encore une fois très ancien. Et par ailleurs, la taille de cette pyramide est toujours plus grande que la grande pyramide d'Égypte. Elle est orientée en direction des quatre points cardinaux. Et donc, voilà ce qu'ont révélé les différentes fouilles archéologiques menées sur place et dirigées par Semir Osmanagic et ses équipes. Comme on peut voir ici, il y a des gros blocs de béton qui, enfin, moi, ça me fait penser clairement à un chemin pavé ou à du béton qu'on a coulé, puis ensuite à du dallage qu'on a ajouté pour tout simplement qu'on puisse marcher dessus. Ici, ce dallage-là, apparemment, il est en légère pente, il est un peu incliné. Voilà d'autres photos qui ont été prises sur place. Tout en haut, ici, ils ont aussi creusé. Et comme on peut voir, il y a quand même plusieurs couches, plusieurs plaques qui sont superposées les unes au-dessus des autres. Encore un autre endroit un peu différent, où vraiment on voit ce dallage
sur le sol. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant si c'est une structure complètement naturelle. Ensuite, on va passer aux trois autres structures qui ont été nommées pyramides par le docteur Semir Osmanagic. Il y a la pyramide du dragon, la pyramide de l'amour et le temple de la terre-mère. Comme je n'ai trouvé aucune image sur Internet, je suis allé sur Google Earth et j'ai fait des captures d'écran des images que j'avais sur Google Earth. J'ai trouvé beaucoup meilleures que celles que je trouvais sur Internet. Là, par exemple, sur la gauche, il y a la face avant de ce que Monsieur Osmanagic appelle la pyramide de l'amour. Je vous avoue que c'est assez difficile de voir une face triangulaire. Après, je me dis, si c'est un temple au sommet, il n'y a pas de pointe, c'est un plateau dans un sens. À côté, ici, le temple de la Terre-Mère. En vrai, on voit quand même, là sur les images, c'est mal représenté, mais pour l'avoir vu en vrai, cette face-là avant est quand même assez triangulaire. Après, tout le reste est assez allongé, ce qui me fait difficilement penser à une pyramide, hein, je vous avoue, en toute honnêteté. Tout comme cette fameuse structure qui est nommée pyramide de l'amour. Et il y a aussi donc la pyramide du dragon que j'ai pas du tout illustrée parce que ça me fait absolument pas penser à une pyramide. Donc je vais pas vous montrer l'image, vous allez me dire c'est une absurdité. Donc voilà, je vous montre déjà ces deux images principales. Et aussi, en plus de ces structures, il y a ce qu'on appelle le tumulus de Vratnica. Vratnica en bosnien veut dire porte ou portail, comme ça peut être traduit littéralement en français. Je suis allé récupérer deux images d'archives sur la page du site internet de l'association de Semir Osmanagic, qui s'appelle Pyramida Stunka, ou Fondation de la pyramide du Soleil, qui a été créée juste après le début des fouilles. Ici, on a une vue aérienne du tumulus, avec des bords très arrondis, comme vous pouvez le voir, ce qui fait vraiment penser à une structure artificielle. Par exemple, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle Salisbury Hill, la colline Salisbury, qui a à peu près cette même apparence recouverte de végétation et qui paraît très artificielle. Là, pareil, vu du sol, on dirait que quelque chose se cache sous la végétation. Mais surtout, ce qu'il y a de plus important à mentionner par rapport à ce tumulus, mis à part sa nature très probablement artificielle, ce sont les fouilles archéologiques qui ont été menées sur place, qui ont révélé d'immenses blocs de béton de plus de 10 tonnes et bien séparés par des marquages au sol. Alors, ces fissures-là, vu comment elles ont été placées, il y a quand même peu de chances que ce soit naturel. Je dirais dans un sens, on dirait même que entre les deux, il y a du ciment ou de l'argile qui a été placé pour maintenir les blocs à côté les uns des autres. Et même là, on peut voir un peu en dessous, il y a différentes couches de matériaux et de minéraux qui ont été employés dans la construction de ces blocs. Et imaginez un peu, quoi, ce que ça peut représenter. C'est absolument, c'est, c'est volumineux de ouf, quoi. Et quand on regarde la surface, c'est un peu ondulé. On a pu aussi un peu le voir sur les dallages de la pyramide de la Lune, qui est chez Vika. Et en tout cas, les archéologues traditionnels disent que c'est la nature qui aurait engendré ce type de phénomène. Mais bon, c'est à vous de voir. Je vous laisse faire fonctionner votre discernement. Ensuite, toujours près de la pyramide de la Lune, des tunnels ont été découverts et les chercheurs ont appelé tunnel KTK. Alors, je ne sais pas ce que veulent dire ces initiales. Ça doit bien avoir un sens, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça et bon, c'est pas quand même la priorité non plus de mes recherches, mais je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Si jamais il y en a parmi vous qui connaissez la signification, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Je suis toujours heureux d'apprendre de nouvelles choses. Sur ces deux images que j'ai pu récupérer également sur le site de la Fondation, on peut voir l'intérieur des tunnels. Sachez que maintenant, ces tunnels-là sont inaccessibles, c'est ce que nous a dit notre guide des tunnels Ravenay, puisqu'en fait, ils sont complètement inondés et que les gens qui vont dans ces tunnels, souvent, ils récupèrent de l'eau avec leur casque ou ils essayent d'en boire avec leurs mains et que de cette manière, ils contaminent l'eau, sachant qu'elle est considérée comme une eau pure. S'ils la contaminent, ce serait un peu dommage, ça pourrait rendre malade les autres personnes qui passent après elles. Mais au début, en tout cas, ils ont commencé à creuser dans ces tunnels avant que l'eau s'immisce et ne remplisse complètement ces deux tunnels.
Et apparemment, ça irait sous la pyramide de la Lune et ça continuerait encore plus loin. Au total, ils ont décelé pas moins de 10 kilomètres de labyrinthe sous les différentes pyramides aux alentours de Isoko. Là, quand même, on peut bien voir sur cette image que l'eau est assez omniprésente. Maintenant, je vais vous rapporter toutes les autres informations que je juge important de mentionner ici, notamment pour aller dans le sens de structures artificielles et non naturelles. Par exemple, sur cette image que vous voyez juste à côté, qui est malheureusement un peu floue, que j'ai récupérée sur Internet, on peut voir que la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Dragon sont toutes connectées les unes aux autres. Et si l'on trace une ligne entre les sommets de chacune de ces pyramides, on se rend compte qu'elles sont toutes espacées de la même distance. Il a même été calculé que tous les sommets sont espacés de 2170 mètres, ce qui est assez fabuleux, surtout si c'est des structures naturelles. Enfin, alors, ok, la nature peut bien créer quelque chose avec des gros blocs, imaginons que ce soit mélangé ensemble, que c'est formé un conglomérat, je dis pourquoi pas, c'est toujours possible. Mais qu'elle ait réussi en plus à faire en sorte que trois structures soient disposées exactement à la même distance les unes des autres, je trouve ça presque impossible à faire. En tout cas, je pense pas que la nature soit capable de réaliser ça. Ensuite, autre phénomène intéressant, lors des mois d'été, pas forcément lors du solstice d'été, mais pendant les mois d'été, l'ombre de la pyramide du Soleil vient complètement recouvrir la pyramide de la Lune, notamment au niveau de son sommet. Semir Osmanaghi dit qu'il pourrait y avoir une corrélation astronomique. C'est à fouiller, c'est à approfondir, mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet-là. Ensuite, différents scientifiques sont venus avec des appareils de détection et des appareils de mesure de fréquence. Et ils ont notamment détecté au sommet de la pyramide du Soleil une fréquence de 28 kHz. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Ce serait la fréquence qui permettrait la communication et la lévitation. Alors, qui dit lévitation veut dire réduction de la gravité, veut dire qu'on a une sensation de légèreté. Eh bien, franchement, en toute honnêteté, encore une fois, quand je suis arrivé au sommet de la pyramide, j'avoue que j'ai senti quand même de la légèreté. J'avoue que je sentais que si je pouvais sauter, ça aurait fait comme les astronautes quand ils ont alluni sur la Lune. J'avais vraiment l'impression que d'être plus léger. J'ai pas d'autres mots pour mieux expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ils ont aussi détecté la fréquence de 7,83 Hz au sein de la pyramide. C'est la résonance de Schumann, si vous ne savez pas, la fréquence naturelle qu'émet la Terre. Aussi, une équipe de scientifiques russes assez récemment est venue pour scanner l'ensemble de la structure intérieure de la pyramide et les découvertes qu'ils ont faites laissent sans, comment je pourrais dire ça, ne laissent absolument aucun doute sur la nature de cette structure. Je vous en dirai pas plus à ce niveau-là parce que le guide en parle dans la vidéo et que je trouve que lui, il explique mieux les choses. Donc, je vous laisserai l'écouter. Mais en tout cas, ils ont découvert de nombreuses choses à l'intérieur de la pyramide. Aussi, ils ont détecté un réseau de tunnels 280 mètres sous la surface. Il se trouve que les tunnels ravenés sont eux aussi situés à 280 mètres sous terre. Voilà, fin de ce diaporama. J'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, je trouvais que c'était plus simple de vous expliquer avec des images sous les yeux que vous raconter toute une histoire que vous allez à moitié écouter et le reste que vous allez oublier 10 secondes plus tard, quoi. La deuxième théorie, alors elle, je vais pas pouvoir vraiment vous l'illustrer, donc je vais vous expliquer l'ensemble à l'oral. Donc c'est une théorie complètement naturelle. Je vais vous lire les notes que j'ai sur mon cahier parce que d'un point de vue de la mémoire, ça fonctionne pas toujours très bien de mon côté. Alors, d'après cette théorie, tout commence il y a environ 10 millions d'années, pendant la période du Miocène, notamment le Miocène supérieur. C'est une période préhistorique. Pour bien suivre ce que je vais expliquer, mieux vaut se munir d'une carte géographique de la Bosnie détaillant l'évolution géologique progressive du pays, tel qu'il a été déterminé par les géologues. Je crois que j'ai quand même quelques images. Je vais aller chercher ça dans mon explorateur de fichiers. Est-ce que c'est là-dedans? Carte géologique.
Voilà, ah bah parfait. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Cette photo, j'ai récupérée sur le site de l'IRNA, si vous connaissez pas. En France, c'est le premier site, c'est la première organisme dédié, consacré à l'archéologie et qui, chaque année, forme des centaines de jeunes archéologues à devenir archéologues professionnels et aussi faire découvrir les différentes sous formes de métiers. Toute la partie jaune que vous pouvez voir ici, c'est une zone qui était traversée par un grand lac intérieur pendant cette période, il y a 10 millions d'années. Et Vissoko, comme vous pouvez le voir, était situé en plein milieu. Donc ces pyramides étaient aussi juste autour. Je vais vous lire la suite, parce que je vais pas tout retenir. À cette époque, la chaîne des Dinarides sera apparemment le massif montagneux qui s'étend au-delà des pyramides de Bosnie, commençait son élévation. Dans le même temps, un grand lac intérieur s'étendait sur une grande partie du pays, représentée par cette zone jaune. La ville de Visoko, où sont situées les pyramides, était inclue et donc traversée par le lac. Au cours de la période de 15 millions à 7 millions d'années, le fond du lac s'est rempli de sédiments. Euh, Autour de Visoko, les plaques tectoniques alternaient entre des périodes de frottement intense et de relâchement. Vous savez, vous voyez un peu de quoi je parle. Si l'on revient sur le terrain des fouilles archéologiques, et notamment celles menées sur la pyramide de la Lune, à Liès, Pie- Piechewicza, les traces de couches superposées en forme de feuilles de couleurs différentes témoignent du remplissage et de l'assèchement du lac souterrain. En tout cas, c'est la principale théorie qui revient à ce sujet. De même, les traces ondulatoires retrouvées sur les grands blocs en grès de cette même structure s'expliquent par la sédimentation peu profonde de cette période, mélangeant le sable, les cailloux et les pierres entre elles pour former ces gros blocs. Alors, on va revenir sur les images que je vous ai partagées juste avant dans le diaporama concernant les fouilles menées sur la pyramide de la Lune. On va passer toutes ces étapes. Hop. Voilà. Donc, c'est de ces blocs de roches-là qui parlent. Alors, autre preuve allant dans ce sens, ce sont les marques de feuilles retrouvées entre deux couches. Apparemment, ils auraient retrouvé des marques de feuilles fossilisées entre plusieurs couches de béton. C'est pour ça qu'ils affirment tout ça. La pression des plaques entre elles provoquèrent des déformations qui engendrèrent les montagnes considérées comme des pyramides aujourd'hui. Pour justifier cela, ils avancèrent que les craquelures qu'on peut observer sont produites par les plaques tectoniques. Donc tout ça, en fait, ce serait la conséquence du mouvement des plaques tectoniques. C'est pour ça que on voit ces grosses dalles de pierre. Ils affirmèrent que ces phénomènes sont visibles dans le monde entier. Effectivement, en Bosnie, il y a plein de structures qui ressemblent un peu à ça, mais je dirais de manière plus rudimentaire, alors que là, c'est quand même bien disposé. C'est bien à plat. La découpe irrégulière des blocs de Piechewicza est plus importante qu'à Vysochica. Effectivement, on voit de plus nombreuses craquelures. En raison d'une épaisseur plus fine entre les blocs en grès comparé aux blocs de béton. Effectivement, le grès est un matériau de construction et que j'ai souvent vu aussi en Égypte quand j'y ai voyagé, notamment sur l'île d'Éléphantine près d'Assouan. Il y avait un temple qui était construit complètement en grès. Et il y a de nombreux autres temples et structures en Égypte qui ont été construites avec du grès. Ils expliquèrent également que tous les matériaux formant le conglomérat des blocs furent transportés par les rivières Bosna et Foïnica jusqu'au lac. Donc en fait, tous les sédiments dont je vous ai parlé juste avant ont été comme puisés et ensuite projetés sur la surface pour que ça se durcisse et que ça devienne ces gros blocs de roche. Donc c'est pour ça qu'au début, c'était un peu mou et malléable. Et une fois que c'est sorti, ça s'est il y a eu les températures qui ont augmenté et ensuite les blocs qui ont durci et ça a formé ces grosses plaques. En tout cas, d'après la théorie des archéologues traditionnels. Ils estiment que ce sont ces conglomérats puisés dans le lac
par les plaques tectoniques qui forment les dalles penchées de Vysotschica. Donc là, ces dalles-là, voilà. Ils pensent aussi que c'est exactement ces mêmes sédiments qui ont créé ces gros blocs de roches. Facteurs structuraux, soulèvement et déformation des couches géologiques, plus des facteurs climatiques, dégradation des roches, plus évacuation des débris. Et c'est ce qui aurait créé les pyramides de Bosnie. Bon, comme je n'y connais pas trop dans le domaine de la géologie, c'est pour ça que je vous ai lu toutes ces notes, je serais incapable de développer plus ce sujet-là. Donc, en tout cas, ce sont les deux principales théories qui s'opposent, ou en tout cas qui se sont opposées à un moment donné, puisque maintenant il y a une théorie qui prend beaucoup plus de place et d'ampleur que l'autre. C'est bien sûr la nature artificielle de ces structures, ce qui paraît de plus en plus évident à travers les découvertes qui ont été effectuées ces dernières années. Maintenant, je vais vous laisser avec notre guide pendant notre excursion dans les tunnels de Ravenay. Et vous allez voir, ce qu'il dit est vraiment très intéressant. Okay, we'll just let my colleagues pass. He was in Yale, not in Toulouse. So, right now we're inside of the tunnel Ravne. So the Okay. goal of these tunnels is to get inside of the Bosnian Pyramid of the Sun. Have you visited the pyramid? We have been on the top this morning. Yeah, did you visit the excavation sites in the pyramid? No. No, okay. We have also we have a guiding service over there also. Maybe. So yeah, you could get like a guided tour where you go and see the excavation sites. Maybe yes, it is this part or there is a plate rock. Many plate stone. blocks basically. Yes, there. yes, we have been there too Yeah, this morning. Did you have a tour there also with the guide? No, we were You alone. just saw it. Alright. Yes. So okay, that's also fine. So basically, the story about these pyramids started in 2005. In that year, Yes. Dr. Semir Osmanagic came to Visoko. He was invited by the local museum. And Visoko is one of the kingly cities of the medieval kingdom of Bosnia, so Okay. that was really interesting for him. And what caught his attention is the geometry of this here structure, where it consists of 4 triangular sides, which has like 45-degree angles from each side. It is equilateral triangle or it's only a triangle? Normal? Yeah, it's Equilateral? yeah, we say pravilni trougao, Okay. which is like Three basically- same size. Yeah. Okay. Equilateral triangle. So basically 4 of them, Yeah. 45 degrees, same Oh. angle from each side. And Okay. each side of the pyramid is oriented to the cardinal points on the compass. This Okay. being the western side, southern side, eastern side, and this is the northern side, which is facing the town of Visoko, which is Okay. also facing the cosmic north, which is the northern star. And Okay. according to the measurements done by the Institute of Geodesy of Bosnia and Herzegovina, Pyramid of the Sun only has 12 seconds of deviation from the Yes. cosmic north, which makes it the most precisely oriented pyramid on the planet. The second place belongs to the Cheops Pyramid in Egypt, which has 2 Okay. minutes of deviation, which is also a big difference. Okay. Pyramid of the Sun is not the only one that we have here in Visoko. Unfortunately, Hi. I cannot show you here on the poster, but right here we have the Pyramid of the Moon. We also have Yes. the Pyramid We have of seen Love. it very well from the top. Yeah. We Pyramid see it of the very Moon, well. Temple of Mother Earth. Next to the Sun Pyramid Okay. on the eastern side is the Pyramid of Love. There's also the Dragon Pyramid, Yes. the 6th Pyramid, and also we have the Tumulus Temple, which is Yes, we hear of it, but we don't know where is it. Yeah, it's a little bit complicated to get. It's too far, maybe. Yeah, we usually cover it on the daily tours. Okay. And by connecting the tips of the Sun Pyramid, Moon Pyramid, and the Dragon Pyramid, those 3 Yes. pyramids form an equilateral triangle, 2,170 meters from tip to tip, Okay. basically from whichever side you look at it. And also that's an element of sacred geometry, which is something that nature never ever makes. So when the sun is setting 21st of August, the shadow of the Sun Pyramid gets perfectly aligned with the physical tip of the Moon Pyramid. So where Okay. the shadow aligns with the tip. So that happens only once a year. So these pyramids have a cosmic alignment between the sun and the moon movements.
So basically, that's the inspiration behind the names, Sun and Moon Pyramid. There's also an almost same scenario in Teotihuacan in Mexico, where you also have the Moon and the Sun Pyramid. And many of the Mexican and Guatemala, Honduras, and other Mayan pyramids, for example, they have these alignments with the sun. For example, the serpent, which goes like down the staircase on the pyramid. Ah, yes. Which is like the I've axis. seen it. Yeah, that's also interesting. So pyramids are not only structures which have triangular sides, but also they have many different elements of geometry, mathematics, and all kinds of different things between them. And yeah, we were talking about the excavation sites in the pyramid where we saw the huge blocks, which are actually made out of conglomerate and molten clay as a binder. Okay. We sent samples of that concrete to 5 different construction institutes. 2 were in France, actually, 2 in Bosnia, and 1 Politecnico di Torino Institute in Italy. And all of those institutes have said the same thing. There are no geological processes making anything like that. So it could only be an anomaly, or it could be man-made. So because there was a So talk about it is impossible that it is natural. there is a possibility. There is a possibility. For it to be natural, but Okay. only it would appear on one place. But we made Okay. excavations on every side of the pyramid, and whichever part of the pyramid you remove, like the soil, like 1 meter, meter and a half, we're Okay. always finding the same exact material. So Okay. that's impossible to be natural. Okay. So if it would be natural, it would be like 10 centimeters, 1 meter or something, but Okay. basically everything is made out of the same material. At the beginning, it was a mountain that was shaped like a pyramid, or they around sizes, or everything was brought there to construct the pyramid. According to the excavations, on one of Yes. the excavation sites, we saw that there are 5 rows of blocks and they're continuing down. So after also the scannings were done by 2 Russian geophysicists, Oleg Kavroshkin and Tsiplakov, it was concluded that inside of the pyramid there were 7 chambers with passageways. There is 5 chambers. Yeah, 7 chambers. 7. 7 chambers. Okay. And passageways. So it proves that it is a pyramid and not a mountain or a mounds, According to all because of there the- is a chambers, as you say. According to all of the analysis up to now, there are more proofs that it is an artificial structure than there are proofs that it is a natural thing, basically. Okay. Because you cannot add all of these anomalies together. That's impossible to do. Okay. And yeah, as I wanted to say, the analysis of the concrete, we made excavation sites on the pyramid, we found huge blocks. That's the part that you missed, basically. The huge blocks, we took samples of and we sent them to 5 construction institutes where it was proven that that's an artificial concrete. You can also visit the excavation sites on the pyramid that we have. And basically, there were tests of durability with the concrete on the pyramid, and the pyramid's concrete can withstand 143 megapascals of pressure, which is basically double the amount than this normal or modern concrete can withstand. This one can withstand about 140. This one can withstand 60 to 70, but this one 143. So that's basically It's double huge. the amount of normal. Yeah, huge difference. In between 2 blocks on the pyramid of the 3rd and the 4th row, we discovered 2 fossilized leaves of a tree, which we sent to radiocarbon dating analysis to Kiev. And the result showed 29,200 plus minus 400 years. So that means that the pyramid of the sun is close to 30,000 years old, which is Paleolite or the Old Stone Age. And immediately if you open a history book, you will see that the civilizations from that time period were pretty primitive. But that's actually starting to be proven that it's actually not true. And we've seen that there are also construction at the top of the pyramid. Yeah, that's a medieval castle or medieval fortress which is called Vysoky. It's from the medieval And we've seen a little some construction below this structure. We have seen remnants. Many traces of Neolithic civilizations from around Visoko and on top of the pyramid and around the pyramid. So civilizations were cycling through. So basically, to enter the pyramid, we had to find these tunnels, which we discovered in 2006. But there is a problem with the tunnels. The entire tunnel network was closed with this material that you can see right here, which is the regular river gravel. So it's impossible for this material to appear here naturally. So somebody had to bring it here, and they used it to close the entire tunnel network.
So we started to clean this in 2006, and we would discover a lot of little pieces of burnt wood, ash, sticks inside of this material, which we sent also to radiocarbon dating analysis, this time Uppsala in Sweden, and the result showed 5,000 years of age. So that means that the 5,000. last civilization was here 5,000 years ago, Okay. and they closed the entire tunnel network. We don't know the reason yet. The only way Okay. to find out is to get inside of the pyramid. And Okay. we managed to uncover 3 kilometers of labyrinths here by doing Okay. everything manually, shovels and wheelbarrows. Okay. We will just let my colleague pass again. Here you can see the basic measurements regarding air inside of the tunnels. So the temperature always stays the same from 12 to 14 degrees Celsius through the entire season. But the oxygen concentration here goes from 19.2 up to 20.9%, which is the Okay. optimal concentration of oxygen. But it's quite confusing to be this high, since basically this is a tunnel network which doesn't have any ventilation openings. So if you go to a mine, you would see ventilation openings at every 20 meters, but here 0 of them. The tunnels are designed with a system of high and low ceilings, which basically make the air pressure variate. It wants to even out at every spot, but it cannot. So as a result, the air is going to circulate around the tunnel network. The poisonous gases here don't exist. There are no particles of dust, smoke, smog, anything. The air is 100% clean, thanks to a really high concentration of negative ions. So the negative ions, some of them are the particles of oxygen, which are always negatively charged, hydroxide and similar. And what they do, they actually stick to all of these bad ones. They make little lumps, so the gravitational pull can pull them down. They get heavy enough, so that's how they filter the air. Towns and cities only have about 50 to 100 negative ions per cubic centimeter, which is really low, while top of the mountains measure from 3 to 5,000 per cubic centimeter, which is a lot higher, which is really Okay. healthy also. But the tunnels right here have an average concentration of negative ions of 50,000 per cubic centimeter. Okay. So when you inhale a lot of negative ions, what's going to happen? They filter out your respiratory organs. Through your lungs, they enter the bloodstream, the arteries, which automatically get also cleansed. So they regulate blood pressure, sugar level, and they increase the amount of oxygen in your system, which has various different benefits. And this was proven in the 20th century, so this isn't anything new. We use this information since we measure such a high concentration of negative ions here. So now let's continue to the next part. Okay. So mind you head here. If you want, you can take a seat. Okay, so right here in front of us, we can see the first 3 ceramic objects which we have discovered inside of the tunnels. So ceramic is a material that doesn't ever appear naturally, because you have to mix sandstone, clay and water, and then you have to forge it on a really high temperature, in between 1000 and 1200 degrees Celsius. After it cools off, you get really hard ceramic. And these are actually the smallest ones that we have discovered in the tunnels. This egg-shaped one weighs 350 kilograms, but the biggest one that you're going to see today weighs 8 tons. So they gradually increase in size as we go deeper into the tunnels. So also we have seen that this structure is consists of 2 parts. So it has a basis and it has a lid on top. You can see this line that goes all the way around. So that means that there's something probably inside.
And the basic principles of archaeology tell you that you're not supposed to damage anything, so we didn't want to move it, or we didn't want to basically destroy it by cracking it open to see what's inside. So to conclude, we've been using geoelectric equipment such as georadars and similar, and after performing the scannings, we have concluded that every single ceramic block, not only this one, has quartz crystals inside. And As this- inside the king chamber of the Great many, Pyramid. many different archaeological sites around the world are using those piezoelectric minerals. Amplificator Yeah, such as energy. quartz. Yes. The quartz crystal is distributed in little pieces throughout the entire inside of the structure. So there is a possibility that this could be some kind of a machine, basically. Okay. So the next thing that we wanted to know is what's underneath it. So we were, again, using geoelectric equipment, and 21 meters underneath every single one of the ceramic blocks, we are finding underground water flows. In this case, the underground water flow is exactly the same width of the block, and the pointy end of the block is pointing the way where the water is going. So that means that these blocks are connected with the underground water. What underground water is known for? It's known for making really bad radiation, which is called geopathogenic radiation. And have you ever heard that if you build your house above a source of geopathogenic radiation, that your floor is going to crack, your ceiling is going to crack, you can have a trouble sleeping, which is the most common case, depends on the strength of the geopathogenic radiation. It made me think of Feng Shui, this tradition. Do you know about it? Feng Shui? It's a Chinese tradition where they have to choose the location of every component, like the bed, the kitchen, according to the soil, to the field. So it is a very Maybe ancient that's tradition. the reason why the Chinese, Japanese, Yes. and other ones live for They're very 200 advanced years. like that. Yes. So basically, what's going to happen here? The geopathogenic radiation is going to go up. It's going to collide with the quartz crystals inside. The quartz crystals activate, oscillate, and they generate an electromagnetic field. The ceramic resonates, vibrates, and it's constantly emitting those continuous electromagnetic waves out of the block. That's invisible for your eyes since those are micro vibrations, but instruments such as oscilloscopes can measure, and we always get the same result, which is 28 kilohertz, which is a really, really high frequency of electromagnetism. And there is a use for it, which we're going to talk about later when we get to one of the biggest blocks. So let's continue. Thank you. Okay, so you might be familiar with runic symbols. The runic symbols are the oldest way of writing used all over Europe, in between many different tribes. For example, the most famous runic symbols were the ones found in the territory of Scandinavia, because the Vikings and everything are quite promoted these days. But not a lot of people know that every single culture had runic symbols. For example, Celtic runic symbols, which are in the territories of France, UK, and other parts. Also, you have Uralic runes in Hungary, Finland. You also have Turkic runic symbols, Turkey, Azerbaijan, and countries of Caucasus. You also have Proto-Slavic runic symbols used in Belarus, Ukraine, Russia, and also Proto-runic symbols, which were used in these parts of Balkans 5,000 years ago, which we have discovered right here on the block. And there are many different examples around the Balkans of these runic symbols used. And all of them look the same. And in fact, there's 90% similarity between runic symbols across Europe. And all these ones are derivation of the runic symbol of the Scandinavian part? No? They're because in the Balkans were basically one of the places in Europe which had civilization circulating the most. For example, the island of Crete, which they call like the mother of civilization of the Balkans in Europe, but that's a theory right now. It isn't a statement anymore. Since basically the Illyrians have been discovered to be carrying the blood, which has DNA haplogroup I, which dates back to 40,000 years of age. So Illyrians have been living here from 40,000 years ago, not 5, 7, 6 years. Okay, that's interesting. Yeah, and also these symbols are the same age as the people who closed the tunnels here, so 5,000 years ago. So that means the civilization who closed the tunnels left something written. Right. So it's possible to translate the runes, but it's quite complicated. And have you ever found scripture inside these tunnels or not? Yeah, of course, right here. That's why we're talking about it. So here you can see there are 14 symbols engraved on the block. Here you can see them marked with the black chalk.
But the catch is with these runes that every single runic symbol has a meaning. So one rune is a word. So they communicate sometimes in a horizontal line, sometimes vertical, and sometimes diagonal. So out of a system 2 by 2, we can get 1, 2, 3, 4, 5, 6 possible combinations. So here we have 14 symbols, so how to translate this? So we contacted an American professor of history, her name is Bobby Scarf, in 2007, and she managed to chronologically translate 8 out of 14 symbols, and the translation that she got actually makes sense, and it sounds like this. The gate is closed, we are at a standstill, we have to defend ourselves and conquer until the gate opens again. Obviously it makes sense because the entire tunnel network was closed with gravel. And in the next part I'm going to show you one of the best proofs that we have that the tunnels were closed manually, that it's impossible for some kind of a flood to have brought all of the gravel inside and closed the tunnels. And unfortunately it doesn't tell us why. So the only way to find out is to get inside of the pyramid. But they must have had a good reason since they put a lot of effort into doing all of this. Okay. So let's continue over here. Joj, Bože, koji... Ne vidi se najbolje da sam bošnja. Kad je došao jednom crnac, govori mu onaj Alijević, kaže, treba govori na engleskom, treba na engleskom tura, kaže, on neka na našem ša. Frajer živi u Srbiji, crnac iz Nigerije. Okay. So right here you can see 2 tunnels that are still closed with gravel. So in the middle you can see the gravel, and immediately you can see the original shape of the tunnel appearing, which is this arch shape. So basically the arch shape is going to help the pressure coming from the top to transmit to the walls, so the ceilings don't collapse even without these wooden supports that we put here. There isn't any pressure on them, so basically they're just sitting here as decoration and safety obligation also. Okay, And I here, understand. yeah, you can see one of the dry walls. So the reason why we call these dry walls is because in between these Crete stones and river rocks there's no binder material, no clay, calcium carbonate, cement or anything. And we found over 50 of these structures inside of the tunnels. And they're always placed at the beginning of a closed tunnel, in our perspective, but in the perspective of people who close the tunnels, they have to be at the end of the closed section. And also we have made tests of corrosion. So corrosion is how much something has been damaged by, for example, water and etc. And there's also erosion, which is from the sun and different things. Okay. So basically the results are oscillate quite a lot. For example, this one has 30% of corrosion. This one next to it has 70% corrosion. If this was a case in nature, these 2 rocks would give us same result, because they're so close to each other. But since the oscillation is so high, that means that this isn't the original placement of these, or natural placement of these rocks. So that means that they're brought here from different places. So that concludes that these dry walls were built by people, not by some kind of a flood. If some kind of a flood brought all of the gravel inside, all of these stones and rocks that we find would be thrown all over the place, not stacked precisely like this one. And there are many of preserved ones that we didn't touch, like this one, around the tunnels. And also I didn't mention that this is only one of the tunnel entrances that we found. In total we have 6 tunnel entrances. We have cleaned about 200, 300, 400 meters of the other ones, but this one we cleaned the most, so that's the reason why we do tours around this one. The Yes, other ones we've are seen closed. 3, 4 and 6, but it was closed, there was a door. But Yeah, because you can only enter with an archaeologist. Yes. Okay. Let's continue. It is a Ravni 2 or 1 here? Now I've 2, 3, 4, 5, 6. For this tunnel? Yeah. Okay, everything is connected. Yeah, Okay. and also we have the KTK tunnel, which Okay. is down in the town. But those tunnels are going underneath the rivers Vojnica and Bosna, so they actually flooded, Okay. and we couldn't continue any work down there.
Je me prends à chaque fois les poutres. So watch your head over here, the ceiling is really low. Here we have two more blocks. The one on the left weighs 4 tons, the one on the right weighs 3.5 tons. But we will go to the next chamber because over there is the K2 block which weighs 8 tons. You can take a seat on the benches around. Eldare. Ja. No, desilo se kad da ovdje parovi dođu da se nađe izgrad. Da se sad... Ne dešava. Bar ja nisam sad čuo da je iko to. Ali sve je moguće, znam. Je se ko izgubio kad ovdje, nije? Pa jes nam jednom jedan ostao ovdje cijelu noć. Probala. Pa jedan Eda mu sta grudić tada. Joj, Eda mu sta grudić. Ostao svu noć ovdje, ostao bio u tunelu negdje, on se zavukao bio i ovaj ugasio svjetlo, on ostavio telefon napolje. Ovo je katastrofa. I zaključana vrata bila tamo. Pa je preživio dovi. Ma jesta. Ima pitke vode. It's another passageway. Yeah, that's And the meditation route too. Okay, Which goes like the deepest into this. okay. Dobili smo one peniko na Dugnad sad. Aha, vidjela sam. Ja baš, i šta to sad pricniješ i vi doličete? I dolazi policija. Ja. Pa eto, vidiš ti, imaš obezbeđenje na ruci, šta ti je? A nije, ti Duplo kad si ovdje, ja se obezbeđenje. ništa ne skiram. A koja je svrha to panik batina? Pa to kad pricniješ u isto vrijeme dolazi policija i security i sve. Nemoj zezati. Ja. Eto, Hana, znači, vidjet ćete se malo. Vidjet ćemo se češće. Pa to je tamo kod Ilme i Vere, ja s ti nema ništa. A ti ovdje na turi kad budeš imao problem, nikom ništa. Šta će nam imamo u Bekira samo za... Okay, so right here on the left, you're gonna be able to see the little lake that we found. You just have to crouch down here and take a look at the end of this tunnel over there. Vas-y, tu peux y aller avec ça. You can get closer if you want. Recimo da se moram provući unutra. Ništa što nije nikako. Yeah, so the lake that you can see over there was never filled with gravel in the past, and it was clean and open. It takes about 10 meters squared of surface, and it's half a meter deep, and the level of water never changes, even when it's raining outside, when it's snowing, whatever, the level of water is always the same. So in the next part you're can going to look talk at about it the tunnels if with you want. water. So if you all taking a look, we can continue straight. You can take a seat right here. Okay.
tebi je prvi put da si ovdje, ja? Je li te prvi put? Ja sam čuo to, ja sam mislio da sam Mino Mila bio. Nije onaj visok. Ja. Ja, dakle, Bražalić prezme, ako nije iz Visokog. Nije bila voda u Yeah. Okay, so apart from the little lake that you saw in the last part, we have also discovered 2 tunnels which are entirely filled with water. Okay. But unfortunately we don't guide groups over there anymore, since a lot of people try to take the water in their helmets. They also try to drink from their hands, which is basically just a way to contaminate the water. Okay. So we have also blocked the entrances to those tunnels. I mean, you can see the beginning basically over here, but the water at the beginning is pretty shallow, and as you go deeper into the tunnel, the water gets deeper and deeper. And in one point, you're going to find these channels in the middle. So here you can see that the walls and the floors of the channels are pretty symmetrical, dug in a 90-degree angle. So that means that no water friction could have made this, because when water flows, it always makes an arch. It never makes a 90-degree angle. So this tunnel is 200 meters long, and it goes southeast. The second one is 154 meters long, which goes south. And neither one of these tunnels were filled up in the past. So this is the original way that the tunnels look, even without these wooden support beams. It makes me think of the aquifers of the Egyptian pyramids, just beneath Yeah, the pyramids. they also and had yes, waterfalls yes, underneath, waterfalls. which is also interesting, since the Egyptian pyramids were built on top of also crossings of ley lines and with underground water there. It's on the lane lines. The Also this Sun pyramid pyramids is okay. the crossings of ley Okay. lines. But basically the thing that happened in Egypt is that there is a passageway inside which goes to the water, but it wasn't intended for people to go through. It was intended for sound. When the sound of water enters the Cheops pyramid, for example, it hits the granite blocks and it makes a reaction where it increases the frequency over 28 kilohertz, which makes ultrasound again. Okay. And everything is pointed to the top, and the tips of the Egyptian pyramids were golden, made out of gold. It was a crystal No, stone? crystal, it's No? gold. Gold? Okay. Gold is the best conductor. Okay. So the pyramids actually emit something out of the top. Okay. And on top of the Sun pyramid, when you're standing in the middle of the fort, 4.5 meter radius around you, the frequency is 28 kilohertz coming out of the pyramid also. Okay. Scalar waves. So the I tips see. are the concentration points. Okay. And no matter how much water you take out of these tunnels, the water always goes back to the same original level overnight, basically. So they designed a system of connected cups here. And what we decided to do, we took samples of the water, we sent them to the Institute for Health and Safety of Food in Zenica, and after the analysis, they have concluded that this water is 100% clean and drinking water. pH value is 7.5, and it's really rich in minerals, magnesium, calcium, and other things. Okay. The next analysis that we have done is in Ljubljana in 2013 in Institute for Bioelectromagnetics and New Biology. And after the analysis, we have received this certificate by the institute, which says that this water has a really good biofield quality. Basically, Dr. Masaru Emoto from Japan, he was studying water for 40 years of his life. Okay. And basically he concluded that water has memory. And according to Abrahamic religions, Christianity, Islam, Judaism, water is the only thing that can absorb a prayer, apart from a living organism. So this was scientifically proven also. Dr. Masaru would speak to water in a different way, and he would freeze it at -5, and he would put it under an electronic microscope. And then he would see that the crystal structure of a water molecule changes. So, for example, this is the effect of words of hate. He was saying, "You make me sick," to water. And it has completely broken structure. The next one, heavy metal music, completely deformed and dead. The third one, words of love, perfect hexagon-shaped crystal. So when water forms a hexagon, that means that it's energetically alive. Okay. Zamzam water, water from Tibetan, Japanese, Chinese temples, holy water from a church or monastery, water from running mountain sources which flows through minerals, all form a perfect hexagon-shaped crystal. That's an indicator that the water is energetically alive.
So Okay. what we decided to do, we took 1 liter of the Visoko city water and 1 liter of the tunnel water, and we sent that to Switzerland in 2013 because Dr. Masaru was working on an institute in Switzerland back then. So this is the molecule of the Visoko city water. Dark gray, completely dead, broken structure, full of chlorine, metals, and nanoplastic. Yes, Right we've here- seen it's very polluted. Yeah, the there city is a lot water of is full of pollution. chemicals. But Ah. this one has been proven to be drinking water because all of the water in Bosnia is drinking water, even from the city pipes, because we have sources everywhere. Every hill in Bosnia has 5 to 6 sources of Okay. drinking water. Right here you can see the structure of the tunnel water. So immediately what you can notice that it has a vibrant gold reflection. So that means that it's chemically free. And it formed a perfect hexagon shape because this water remembers the best frequency of electromagnetism, ultrasound, and high negative ionization. So that's the reason why it gave this result, where Okay. it says that it has good biofield. So this is the biofield of this water. And if you mix 10 milliliters or 1 bottle cap of any energetically alive water with 1 liter of that one, and you leave it to sit for 6 hours, after 6 hours you get entire liter of structure of water with the same structure. So let's head over here. Okay. We have just a few more things to talk about. We Okay. will let my colleague take this part. Thank you. Basically, the reason why water is transmitting information is basically because molecules of water, when they bind together, they resonate each other and they share the frequency. And Dr. Masaru has basically proven an efficient ratio where you need 10 milliliters and you mix it with 1 liter, you leave it for 6 hours at least. After that, you get 1 liter of energetically alive water. So, because we have closed those tunnels with water, we had to find an alternative way to kind of provide people with this water because we had a really high demand. So to do that, we started to bottle the water, and we are using dark glass bottles. First, we were giving it out for free at the beginning, but then that wasn't really financially good for us. So we started basically to sell it as a souvenir. Because this project is not supported by the government, financially or morally, so everything that we do here, we finance by ourselves. So basically you, by visiting the tunnels today and buying tickets, you donated to the project and you participated in the cleaning process of the tunnels. And as a way to kind of say thank you, to show our gratefulness to the people coming here, we have built the Park Ravne 2, which you said that you already visited. Okay. So that's the reason why we built the park. And there are many different things to see down there, a lot of artistic installations, tennis courts, and every summer we have different concerts, events, and everything is free to visit down there. So that's our gift to you. We've seen that there is a partnership with Novak Djokovic. Yeah. Is that Yeah, okay? with the So tennis he courts down supports with donation to the. I'm not sure about that. You're You not can sure? ask the Okay. economic manager of the Okay. foundation. It was just a question because I've seen it and I've been there. Okay, thank you. Right. So thank you for listening to the tour. I hope that it was interesting for you. and Yes, that you very had- interesting. And Yes. that you had many content. I'm going to watch it a few Yeah, times you have to rewatch it. Maybe. Thank you very Fully much for your understand it. explanation. It was You're very welcome. clear. So I'm glad that you liked it. a good love.